Bonjour, je m'appelle Jean-Marie André, je suis enseignant et formateur pour la partie industrie. Je vais vous présenter aujourd'hui une conférence au salon Azimut qui est portée par le lycée Yves Thépaut à Quimper. L'enjeu central est de construire les compétences indispensables pour s'adapter aux mutations technologiques de l'industrie de demain. Donc on va voir un petit peu quels sont les différents enjeux. On va faire une présentation sur le parcours logique qui permet de définir l'industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0 avec les différentes situations qu'on va retrouver, les nouveautés comme la robotique, l'imprimante 3D, l'IA, on parle beaucoup en ce moment. On va définir les méthodes de formation qu'on utilise pour acquérir ces nouvelles compétences. Alors, un petit peu d'histoire concernant l'évolution de l'industrie. Le début de l'industrie avec la partie mécanique. La partie mécanique arrive en 1784 environ, avec l'utilisation et surtout la découverte du charbon par l'humanité qui a pu utiliser cette nouvelle énergie afin de créer de la vapeur. Donc là, on commence à mécaniser un petit peu les systèmes de tout début de production. Donc ça, ça a un petit peu de temps quand même déjà. Ensuite, on va commencer à avoir une certaine évolution en 1870 avec la partie électrisation des systèmes de production, où on va avoir les premières machines qui sont à énergie électrique, avec un nom qu'on connaît tous, Tesla, qui a inventé beaucoup de concepts sur la partie électrique et les parties électriques qu'on utilise encore aujourd'hui au niveau industriel. Ensuite, on va avoir une évolution dans les années 70 avec l'apparition de l'électronique. Et là, on commence à avoir les premiers systèmes qui sont automatisés avec les premiers robots qui arrivent, les premiers, ce qu'on appelle les automates, les premiers ordinateurs qui permettent de piloter ces lignes de production. Et aujourd'hui, l'usine 4.0, qu'est-ce que c'est C'est la partie qui nous permet d'évoluer énormément avec une des révolutions qui est arrivée dans les années 2000 et qui continue à évoluer, c'est l'apparition de Internet, la partie interconnectée, la partie numérique, où on va avoir énormément de données qu'on peut traiter en direct. L'intérêt, vraiment, c'est d'avoir des informations qu'on puisse récupérer très rapidement, traiter, et avec ce traitement, pouvoir faire évoluer le système. Alors là, on voit une petite photo de pilotage. Alors c'est vrai qu'on fait des photos un petit peu de loin parce que bon, souvent dans les photos qu'on prend, il y a une partie un peu où il y a des secrets industriels. Donc là c'est une entreprise de production qui va avoir plusieurs défis, je dirais. C'est montrer l'aspect un peu moderne et motorisé d'un système où on va avoir toute une ligne, ce qu'on appelle une ligne en flux tendu, qui permet de produire. Alors là, c'est une production de film et qui va nous permettre de produire un système, enfin des produits qui vont être ensuite utilisés soit dans l'industrie en direct ou sont ensuite vendus aux particuliers. Alors, pour pouvoir comprendre un petit peu et utiliser toutes les choses qu'on va avoir dans cette industrie, on va avoir pas mal de logiciels, ça veut dire qu'on a une grosse partie informatique et une partie, je dirais, comme un learning. Learning, ça veut dire qu'on va apprendre
les machines vont apprendre de ces logiciels avec énormément d'interfaces, des interfaces qui sont encore numériques, des tablettes. Pas mal aussi de défis autour de toute la partie cybersécurité. Donc tout ça, ce sont des métiers qui apparaissent au fur et à mesure et qui étaient inconnus, je dirais, il y a quelques années et qui évoluent avec, je dirais, les besoins de l'industrie. Alors là, par exemple, on a une saisie de remontée d'informations d'un système industriel d'une entreprise du Finistère. Hein. C'est une entreprise qui s'appelle Autoliv. Alors, Autoliv, c'est une entreprise qui va produire des générateurs d'airbag. Alors, bien sûr, un générateur d'airbag, quand c'est produit, il faut que ce soit parfait, il faut que ça fonctionne. Donc, toute la mise en œuvre du logiciel, ça va être de faire du suivi, bien sûr, de qualité. Ça, c'est le premier critère. Mais surtout aussi avoir une réactivité au niveau des pannes. C'est-à-dire que s'il y a une panne, on peut avoir un produit qui peut être mauvais, c'est-à-dire qui va être en dépôt. Bien sûr, on va avoir toute une analyse, on va voir un peu la suite là, toute une analyse envoyée au technicien de maintenance avec un historique. Et derrière, des méthodes d'analyse, comme la méthode de Pareto, qui permet de voir un petit peu, de prioriser un petit peu très rapidement. Alors ça veut dire que ça, en direct, on a du data qui remonte, et en direct, on peut analyser tout de suite ce qui se passe. C'est-à-dire que, est-ce que le problème vient de tel ou tel élément, ou derrière, qu'est-ce qu'il faut avoir comme réaction? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on le fait évoluer? Est-ce qu'on reste comme ça? Enfin, ça permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante qu'il y a quelques années où le technicien arrivait, il connaissait la machine, il ne la connaissait pas. Là, on a tous les docs en direct, on a toutes les informations qui permettent d'avoir une efficacité maximum pour continuer l'utilisation du process. Alors, l'analyse des données niveau, bien sûr, production, qui permet d'avoir une réactivité et permet d'avoir une production qui va être, je dirais, optimisée. Et ensuite, on va avoir toute la partie, moi c'est mon cœur de métier, maintenance, où on va plus en plus évoluer sur ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Alors vous connaissez un petit peu les différents types de maintenance. On va faire ce qu'on appelle la maintenance préventive pour éviter que la machine tombe en panne. Un peu sur votre voiture, quand le garagiste il va faire des vidanges. Voilà, ça c'est ce genre de choses. Nous, au niveau industriel, c'est un peu plus compliqué quand même. Et là, aujourd'hui, on met en place des couches logicielles pour récupérer des informations comme des vibrations, des températures, qui permettent de voir la dérive un petit peu du process et d'intervenir avant que la panne arrive. Alors, qui dit usine 4.0 dit bien sûr la partie robotique, où aujourd'hui on va utiliser cet outil qui est un actionneur pour, je dirais, réaliser toutes les tâches simples et comment dirais-je, optimiser un petit peu la production afin de réaliser déjà l'évolution de la robotique. Ça va nous permettre déjà d'éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que les gens qu'on voit un petit peu dans les films, Charlie Chaplin qui fait toujours le même geste et qui à la fin n'en peut plus, ça fait très longtemps que c'était dans un film, c'était à l'époque les temps modernes, mais les temps modernes ont bien évolué. Et aujourd'hui, on utilise ces robots justement pour éviter ce genre de choses, entre autres avec toute la partie, je dirais, utilisation, où on a l'impression que quand je vous parle un petit peu de la partie robotique, moi je suis roboticien, les gens disent oui, c'est compliqué, il y a du code, c'est pas simple. Aujourd'hui, l'évolution a quand même
comment on fait qu'on utilise des outils comme ce qu'on voit ici, hein, ça s'appelle un teach pour apprendre. Hein. On va avoir la partie collaborative, c'est-à-dire que le robot peut approcher de l'homme, chose qui n'existait pas il y a très longtemps encore. Et après, toute la partie, je dirais, digitale, qui va nous permettre de, en temps réel, de faire évoluer un petit peu encore le programme du robot où les choses sont faites par le robot. Alors, je parlais justement de la partie collaborative. Alors, vous avez soit, je dirais, un système qui évolue de plus en plus avec le temps, où les premiers robots, on n'avait pas d'interaction entre l'humain et le robot, c'est-à-dire que le robot, on considérait que c'était quelque chose de dangereux, et il ne fallait surtout pas qu'on puisse l'approcher. De plus en plus, on a commencé à mettre en place des systèmes où, si on approchait du robot, il s'arrêtait. Bon, ça c'est bien, mais c'est pas encore parfait. Bon, maintenant, on commence à avoir ce qu'on appelle, on voit là la partie interaction. On va avoir une vidéo après qui va montrer un peu tout ça, où on peut approcher du robot avec des systèmes techniques un petit peu qui sont des radars, qui permettent de détecter un peu la présence avec des distances. Puis on va voir le robot évoluer au fur et à mesure. Bon, tout ça, c'est programmé bien sûr par l'humain. Et ensuite, on va arriver maintenant à ce qu'on appelle des robots collaboratifs. Ce sont des robots, vous allez voir, on va voir une vidéo, qui permettent d'approcher le robot au plus près. Et s'il y a une interaction, c'est-à-dire que si on touche le robot, il va s'arrêter tout seul. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'est l'exemple qu'on va voir. C'est un robot de la société ABB, qui est un robot à deux bras. C'est des choses un petit peu assez rares, hein, mais qui est utilisé aussi au niveau industriel. Merci. Alors, là, voilà l'exemple. Donc là, on est sur une cellule robotique avec interaction entre l'homme et la machine, où là, c'est bon, on va produire des petites prises de courant. Alors, le robot fait toutes les tâches répétitives qui sont, je dirais, pas faciles à réaliser. Et ensuite, autour, là, on le voit, c'est-à-dire que là, l'opérateur a touché le robot parce qu'il voulait, ça allait trop vite, ou il trouvait qu'il y avait une pièce qui n'était pas bien faite. Et ensuite, il a relancé cette partie robot. Alors là, ce qu'on voit là, ce sont ce qu'on appelle les bols vibrants. C'est des systèmes qui permettent de positionner les pièces dans le bon sens. C'est-à-dire que le robot, son travail, ça sera toujours faire la même chose, attraper une pièce, la mettre au bon endroit, et ainsi de suite. Et donc, on va avoir une vraie interaction, je dirais, entre l'opérateur et le robot, avec toute la partie sécurité, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le robot, lui, il s'arrêtera. C'est-à-dire que si vous le touchez, il y a une sorte de peau sur le robot, un peu comme vous avez sur votre téléphone portable. Et si vous le touchez, il voit le contact et il s'arrête. Donc tout ça, bien sûr, c'est programmé par des gens qui ont des compétences en robotique et réalisé, bien sûr, après derrière par des techniciens qui vont ensuite faire l'évolution, la maintenance et, je dirais, le suivi de ce robot. Alors, une autre marque de robots industriels, Fanuc, qui est assez connu aussi. Et alors, on va avoir un petit peu quelque chose une vraie évolution. Hein, on parle de l'intelligence artificielle. Là, le défi, c'est d'aller chercher des pièces qui sont dans un bac, ce qu'on appelle en vrac. Et on appelle ça, la technique, on appelle ça le dévraquage. Là, on voit les pièces. Ce sont des grosses rondelles. Et donc, le robot, lui, on lui a appris, on lui a dit, voilà, pour attraper la pièce, tu vas attraper par le centre. Et ensuite, tu vas les poser sur le côté. Alors, bien sûr, là, c'est une démonstration. Donc, on remet les pièces dans le bac. Mais ce qu'on voit aussi, là, en l'évolution, c'est qu'on va avoir l'introduction de caméras.
Là, ce que fait le robot, hop, il va montrer, on l'a vu là, un instant, il va montrer la caméra, et là, vous voyez, là, ça, c'est quelque chose qu'il a appris. C'est-à-dire que c'est pas l'humain qui lui a dit, tiens, voilà, quand il y a un problème, tu prends ça et tu le déplaces. Là, on est vraiment sur de l'IA, et on est sur le même système neurologique que le bébé qui apprend à prendre un aliment et l'envoyer à sa bouche. C'est exactement le même système qu'ils ont utilisé. C'est-à-dire que là, le robot, on lui a appris une fois à attraper une pièce et ensuite on l'a mis en apprentissage. On lui a dit, voilà, vas-y, maintenant essaye d'attraper. Alors il va avoir des échecs, donc il enregistre ça, attraper comme ça ne fonctionne pas. Par contre, ensuite, il va continuer à reprendre le système. Vous voulez que je vous la remette? Oui? Non? Ouais? Tac. Je ne sais pas si je vais réussir à remettre en arrière. Hop, je suis allé un peu vite. Voilà. Donc je vous le remets. Donc là, il y a beaucoup de technologies sur cette vidéo-là. C'est très intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien sûr, on va retrouver le robot. On va retrouver au bout du robot un petit outil qui est simple, qu'il faudra programmer. Et ça, c'est la grosse évolution. C'est ce qu'on appelle le scanner 3D, qui permet de scanner en direct et en instantané ce qu'il y a dans le bac. Et qui permet ensuite d'envoyer l'information au robot pour lui dire, tiens, les pièces, elles sont à tel endroit, avec telles coordonnées, X, Y, Z. Et ensuite, le robot, lui, on l'a mis dans ses fonctions, dans ses programmes, je dirais, de l'IA, pour pouvoir évoluer et continuer à apprendre. Alors ça, c'est une vraie évolution, on s'en rend compte comme ça, mais c'est vraiment un vrai besoin au niveau industriel, parce que le défi, c'est aujourd'hui, vous allez voir, on verra une petite vidéo ensuite après, on a des robots qui envoient ces caisses-là directement en ligne de production, et ensuite ne pas avoir d'interaction humaine pour pouvoir rattraper ces pièces et les mettre en endroit qui nous intéresse, c'est-à-dire dans la ligne de production. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est le défi de demain avec toutes les évolutions. On voit que ça y est, il a scanné, là. Il y a eu un scan, et le robot va chercher ces pièces au bon endroit. Donc, je vous dis, ça c'est, on ne se rend pas compte comme ça, mais là il y a beaucoup d'évolution et beaucoup de technologies dans ces deux petites vidéos. Toc. Alors, la partie ensuite qui évolue énormément, c'est la partie réalité virtuelle. Alors qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on va commencer à programmer, la première chose qu'on fait, c'est réaliser ce qu'on appelle une cellule robotique virtuelle. C'est-à-dire qu'on crée la cellule robotique en 3D, avec des logiciels industriels, et ensuite on met le robot dedans, et ensuite on va programmer avec le même système de code que le vrai robot. C'est-à-dire qu'on va avoir nos cellules robotiques qui va être fonctionnelles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini que ça fonctionne, on met le robot en place, on met le réel en place, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut tout débugger entièrement nos programmes avant que la mise en place. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que niveau, je dirais, évolution, le client voit un peu avant que la réalisation soit faite, le réel, il voit, et puis il peut se mettre, alors nous on le fait quand on accueille du public dans notre centre de formation, on a des casques virtuels et on rentre dans la cellule robotique. Alors bien sûr, ça fait drôle parce qu'on se retrouve dans un endroit un peu différent, mais on peut voir l'évolution avec, à côté de nous, le code qui est utilisé par le robot, et puis on peut débugger entièrement comme ça. Alors, un petit exemple de cellule robotique utilisée. Ça, c'est un logiciel de robotique qu'on va utiliser. Voilà, ça c'est une vraie cellule robotique qui a été utilisée, toujours dans l'entreprise Livebag, Autoliv, où le robot, son rôle, ça va être de prendre les générateurs d'airbag finis, les montrer, on voit qu'il montre à une caméra, voir si tout va bien, si toutes les pièces sont en place, et ensuite les mettre dans une caisse pour pouvoir ensuite les expédier. Donc on
On a entièrement réalisé ce système-là en virtuel avant de commencer la production. Donc on peut voir si les gens de la production sont contents, enfin sont satisfaits du cycle. On peut déjà débugger un petit peu tous les petits problèmes qu'on va retrouver, parce que bon, en réel, il faut toujours voir un peu comment ça se passe. Et on peut aussi, sur l'aspect maintenance, voir si, par exemple, les moteurs du robot ne sont pas en souffrance, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne forcent pas, et ainsi de suite. Bon, on a toutes les données. Donc là, on voit un petit système là, de logiciel. Hein. C'est le logiciel utilisé par l'entreprise ABB tout à l'heure. Donc on voyait des robots ABB. Là, à l'instant, c'était juste FANUC. Donc une grosse connotation robotique avec bien sûr toute la partie avant d'essayer un robot, on voit un petit peu toute la partie capacité du robot. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'évoluer drôlement par rapport à ce qu'on avait quelques années où on montrait des robots, on montrait des démonstrations. Aujourd'hui, c'est tout en virtuel. Merci. Alors, une évolution encore de ce qu'on va retrouver, hein, je fais un gros zoom sur la partie robotique. Ce que vous voyez autour de ce que vous voyez là, ça s'appelle une enveloppe virtuelle, c'est-à-dire que le robot va rester dans cette, on va lui dire, tu restes dans cette enveloppe, et l'opérateur ou l'opératrice, on le donne un petit peu, pas souvent par des repères au sol, un endroit où ne pas approcher. Le robot, là, c'est un robot industriel assez conséquent. C'est un robot de soudure, ça. Et ce robot-là, on sait qu'il n'ira jamais plus loin que cette enveloppe virtuelle. Et tout ça, c'est réalisé bien sûr par les roboticiens, mais ensuite, on va pouvoir faire évoluer cette enveloppe par rapport aux besoins, ainsi de suite, par rapport à la maintenance, à la production, et ainsi de suite. Alors, quand on va, bien sûr, là on voit encore d'autres marques de robots. Donc on a plusieurs types de systèmes de programmation. Là, c'est un logiciel CATIA qu'on voit là, qui permet de réaliser la partie programmation de la robotique. Alors, vous voyez quelques lignes de code. Alors ces lignes de code, pour vous, au début, oui, c'est un peu, lorsque les plus jeunes font du code informatique, c'est un peu mystérieux. Mais au fur et à mesure que ces codes-là, on les apprend, c'est pour nous, c'est un réflexe, on y arrive très bien. Mais en tout cas, l'intérêt là, c'était de montrer un peu qu'est-ce que va faire le robot. Là, c'est un robot toujours le même, c'est un robot de soudure. Et ce robot, est-ce que une fois qu'on a fini, est-ce que ça fonctionne bien? Merci. Alors, une grosse évolution aussi de l'industrie 4.0, c'est, je pense que dans les lycées, il y en a, ça apparaît au fur et à mesure, mais au niveau industriel, on utilise beaucoup de ce qu'on appelle imprimante 3D. C'est-à-dire qu'on va réussir à réaliser au jour d'aujourd'hui des pièces qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des fraiseuses, des tours pour réaliser des pièces. Au jour d'aujourd'hui, on peut, le nombre de possibilités est infini. C'est-à-dire qu'on peut inventer des pièces qui n'existaient pas avant pour pouvoir avoir du stock. Par exemple, là, ça c'est c'est un pignon. Mais je vois qu'en robotique, souvent aussi, on ne s'embête pas. On a des pinces qu'on met au bout des robots, qui sont des pinces réalisées en imprimante 3D. Alors, l'intérêt, c'est surtout que la pince est casse, c'est pas très grave, parce qu'on en réimprime une autre. On peut avoir du stock au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, aujourd'hui, on a cassé hier 3 pinces, on en refait aujourd'hui 3. On peut évoluer au fur et à mesure. On peut faire des essais aussi et dire, voilà, cette pince-là, c'est bien, mais ça marche pas terrible. Donc, on peut faire évoluer. Et en tout cas, aujourd'hui, la partie prototype
Évolution de la technologie grâce à l'imprimante 3D, c'est utilisé pratiquement par tous les corps de métier de l'industrie, c'est-à-dire que les roboticiens, les automaticiens et la partie industrielle, c'est vraiment une vraie évolution. Alors, la partie intelligence artificielle, quel est l'apport de l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, je commence à bafouiller. Ça va être toute la partie apprendre à la machine. Alors, ça veut dire tout à l'heure, on voyait l'exemple d'un robot, mais on va avoir une vraie évolution par rapport à toutes les parties qu'on va retrouver dans l'industrie, comme par exemple les caméras de détection de pièces, où avant, fallait leur montrer les couleurs, fallait leur montrer les formes, fallait leur montrer les différentes lumières qu'on va retrouver, ainsi de suite. Aujourd'hui, on dit à la caméra, voilà la bonne pièce, voilà la mauvaise pièce, et ensuite, on lance un système d'apprentissage par l'IA, et en général, à 90-99%, ça marche tout seul. Donc on a très peu besoin d'intervenir. Et aujourd'hui, c'est une vraie évolution, c'est un vrai gain de temps pour l'industrie. Et l'IA, pour moi, va commencer aussi encore en plus, on est sur l'usine 4.0, mais je pense que grâce à l'IA, on va avoir une nouvelle évolution encore 5.0. Merci. Alors là, on est dans l'usine du groupe Autoliv qui fabrique des générateurs d'airbag. Avec, on voit la partie maintenance prédictive où il y a de la remontée de data, donc des compétences dans l'informatique, dans l'automatisme, ici dans la robotique, et dans tous les métiers aussi, je dirais, de la maintenance. Hop, je crois que la vidéo s'est arrêtée. Mais en tout cas, là, on voit, elle s'est arrêtée sur voilà, merci. On voit toute la partie évolution avec, on voyait au tout début de la vidéo, des petits robots, ce qu'on appelle des robots AGV, qui vont transporter toutes les pièces. Donc la partie automatisme, robotique et évolution du système a quand même énormément évolué depuis quelques années. Merci. Alors là, par exemple, c'est... je vais vous parler un petit peu de l'évolution des référentiels d'apprentissage des compétences. Par exemple, là, c'est une entreprise L'Oréal, qui est assez connue. Il me semble qu'il y a une vidéo, là. C'est juste après. Hop, merci. Donc L'Oréal, vous voyez un peu le même principe, hein, on va retrouver la même structure avec des robots. On a toute la partie, on voit les opérateurs, les opératrices ont des casques qui leur permettent de voir toute la partie, ce qu'on appelle réalité augmentée, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir sur leur casque toutes les informations, hein, au lieu d'avoir des informations en papier. Ils ont toutes les informations qui leur sont données directement dans le casque et ils peuvent aller les chercher au lieu d'aller chercher sur des docs, sur des papiers. Vous voyez, hein, par exemple, là, il a besoin d'aller avoir un contact avec son responsable technique. Et ben voilà, on récupère l'information, on va aller voir un peu ce qui se passe et on peut à distance, hein, bien sûr, prendre la main et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, bien sûr, ça va... Derrière, il y a une grosse connotation cybersécurité, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès à un process directement depuis un poste extérieur, ça met en œuvre beaucoup de compétences, je dirais, cyber, parce que faut qu'on puisse rentrer, mais il faut qu'on soit les seuls à pouvoir rentrer, parce que si on est un petit malin essaie de venir... que ce soit, je dirais, changer quelques valeurs, tout de suite, c'est la catastrophe pour l'entreprise. Donc ça, aujourd'hui, c'est aussi une grosse
un gros défi au niveau industriel, c'est avoir l'accès de la remontée de data, mais en gardant, je dirais, la sécurité de cet accès. Donc vous voyez là, au fur et à mesure, c'est vraiment l'exemple, le film montre bien la partie interactivité de l'outil qui permet de faire évoluer au fur et à mesure. Si on a besoin d'avoir une information, on a un problème. Alors là, c'est un robot, ce qu'on appelle un robot Delta. Et on a un doute sur un problème mécanique à l'intérieur. Donc là, vous voyez le technicien en direct, il a toutes les infos et il peut comprendre ce qui se passe. Donc la partie, je dirais, architecture générale de l'usine, hein, avec toute la partie remontée d'informations, toute la partie, je dirais, comme avant, un pilotage du système, mais pilotage du système avec des outils qui sont modernes, hein, des tablettes, des lunettes 3D. Toute la partie, je dirais aussi, qui évolue énormément, c'est la partie économie d'énergie, où on va aujourd'hui essayer d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir, on utilise aussi encore l'IA pour pouvoir démarrer des systèmes de froid, des systèmes industriels qui sont qui coûtent très cher en énergie et surtout en production. Donc on va utiliser cette IA énormément pour pouvoir essayer de réduire les coûts maximum au niveau production. Et tout ça, c'est piloté par des gens qui ont des compétences bien spécifiques. Alors, former aux nouvelles compétences. Donc on a toute la partie Internet des objets, c'est-à-dire la partie I/O, hein, I/O qui veut dire intelligence objet technologique. Et cette partie I/O souvent arrive sur des protocoles, ce qu'on appelle des protocoles de communication. Bon, vous avez, vous, à la maison, des prises RJ45 qui vous permettent d'avoir l'accès à Internet. Mais nous, au niveau industriel, on a ce qu'on appelle des protocoles terrain, protocoles qui sont utilisés par les machines. Et là, ça s'appelle l'IO-Link. Hein, ce sont des protocoles avec des trains d'informations qui sont bien spécifiques et qu'on utilise de plus en plus et qui permettent de récupérer un maximum de data et de stocker. Ensuite, bien sûr, on va avoir toute la partie... une fois qu'on a récupéré sa data, il faut l'analyser. Donc, on l'analyser soit directement avec l'humain ou en s'aidant de l'IA. Ensuite, on a l'évolution, on en a parlé de la partie 3D qui va nous permettre de réaliser des pièces qu'on ne pouvait pas faire avant. On a parlé de la partie réalité augmentée. Hein. La réalité augmentée, aujourd'hui, on a l'information tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir passé par appeler quelqu'un, avoir un fax, ou comme on faisait avant, là, récupérer des docs. Et aujourd'hui, l'information arrive directement dans le casque. Et puis, on a de plus en plus de ce qu'on appelle télé-maintenance, où d'un côté, il y a une caméra, donc l'opérateur filme un petit peu ce qu'il voit. Et puis, on a l'autre côté, hein, de côté du casque, hein, on a un vrai technicien, un spécialiste qui est capable de l'aider. Et ensuite, voilà, on a parlé le reste des compétences. Alors, sur les espaces de formation, hein, ça c'est un espace de formation où on va avoir la partie, c'est un plan qui permet un peu d'évoluer, mais on va avoir en gros un espace assez important sur la partie, nous on est sur un centre de formation, on va former des gens qui vont faire essentiellement de la maintenance industrielle, où on va avoir une partie un petit peu technologie, études. On va avoir toute la partie apprentissage de l'organisation de la maintenance, c'est-à-dire que comment on fait pour organiser sa maintenance par rapport au parc machine. On a une partie pratique de 350 mètres carrés où on a des équipements industriels sur lesquels on peut intervenir, faire la maintenance corrective, hein, dépanner, préventive, empêcher que ça tombe en panne, et améliorative, hein, avec toute la partie, on fait évoluer le système en réel. Donc des espaces de formation avec des technologies qui sont
ben, je dirais, au goût du jour. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va former nos jeunes aux technologies comme ce que c'est que le réseau IP, ce que c'est qu'un réseau IP pour pouvoir communiquer avec nos automates. On va avoir directement nos automates qui vont piloter des systèmes de production. Alors, on peut les piloter en direct, on peut passer par aussi par ce qu'on appelle des passerelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une passerelle, comment ça fonctionne, quelles sont les règles de sécurité, ainsi de suite. Donc ça, on le fait. Ensuite, on a toute la partie communicante qu'on va utiliser de plus en plus, où on utilisait avant pour piloter, par exemple, des variateurs de vitesse. Mais on ne le fait plus maintenant du tout en filaire, on le fait en réseau. C'est-à-dire qu'on utilise, comme chez vous, hein, un câble RJ45 et ça, qui permet de piloter. Donc tout ça, c'est bien sûr on a un espace robotique. Donc en tout cas tout ça, c'est des choses qui ont évolué, qui sont des demandes de l'industrie. Tout à l'heure on parlait de L'Oréal. Hein. L'Oréal a énormément participé à l'écriture, ce qu'on appelle les référentiels, c'est-à-dire les programmes de ce qu'on doit apprendre aux élèves. Donc vous comprenez qu'on est au maximum au réel de ce qui se passe dans l'industrie. Donc l'espace de formation avec, là on le voit là, sur le petit slide, des systèmes automatisés hein, avec des salles de cours, mais aussi beaucoup de cellules robotiques. Alors, des cellules robotiques de différentes constructeurs. Là, on voit du KUKA, du FANUC, il y a du ABB aussi. Donc, on va apprendre, je dirais, à programmer, utiliser le robot, piloter le robot, faire la maintenance dessus, mais sur différentes technologies. Parce que une fois qu'on a appris sur un premier robot, on peut transférer des compétences très facilement d'une technologie à l'autre. Une petite vidéo. Donc ça, par exemple, au lieu d'avoir un vrai système de convoyeurs qui prenait beaucoup de place, on utilise de plus en plus cette technologie, hein, le e-learning, où on va créer ce qu'on appelle une petite usine virtuelle. Et ensuite, on va utiliser cette usine virtuelle pour réaliser l'apprentissage des compétences. Ici, par exemple, c'est réaliser un programme automate qui va faire du tri de colis. Et c'est assez intéressant parce que déjà, on retrouve le réel de l'industrie. Et puis, s'il y a eu, comme ça peut arriver, un apprentissage, quelques erreurs de programmation, c'est pas grave. On casse du virtuel. Ça coûte beaucoup moins cher que le réel. Mais en tout cas, on est vraiment sur du système qui permet de comprendre, apprendre, je dirais, la partie technologique, interaction entre la machine et l'automate, toute la partie supervision, ainsi de suite. Et c'est des méthodes qu'on utilise de plus en plus pour que quand les jeunes arrivent dans le monde de l'industrie, ils soient, je dirais, le plus compétents possible et qu'ils soient un peu habitués à l'outil industriel. Alors, dans nos formations, bien sûr, nous accueillons des femmes et des jeunes filles. Et donc aujourd'hui, moi je viens du lycée Yves Thépaut à Quimper. Chaque année, on a je dirais, manifestations scientifiques où on va avoir, par exemple, là, on avait fait les 24 heures du code, où intervenaient des lycéennes qui venaient à Thépaut. On a fait une petite présentation, on avait fait monter un peu en compétence sur la partie programmation industrielle. Et après, accompagné par des expertes qui étaient passés par des écoles d'ingénieurs, réaliser des petits défis, que ce soit en robotique, que ce soit en codage. Et en général, on montrait un petit peu que le monde de l'industrie est aussi un monde où
on peut accueillir toutes les compétences et surtout la partie, les femmes peuvent montrer un petit peu les compétences où on a pas mal, enfin en tout cas beaucoup de jeunes filles qui sont passées par TEPO, sont passées ensuite par des écoles d'ingénieurs et là elles reviennent un petit peu montrer leur parcours. Hop, merci de votre, je suis allé un peu vite. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions. Non? Ça va? Deux, trois questions sur la robotique ou sur l'IA, hein, si vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Oui. Merci pour la présentation déjà. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'IA va prendre beaucoup plus de place à l'avenir? Et est-ce que c'est problématique pour les gens comme nous de perdre des possibilités d'emploi? Alors, moi, je compare un petit peu l'IA à ce qui s'est passé, je dirais, dans les années 50, où le tracteur est arrivé pour remplacer un petit peu les commis de ferme, où on a dit, mais comment on va faire? Les gens, ils n'auront plus de travail, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et l'IA, ensuite, il y a eu encore, on a vu arriver les premiers robots. On a dit, les premiers robots, ils vont prendre tout le travail des gens. Et l'IA, pour moi, ça va prendre les tâches qui sont simples. C'est-à-dire que l'IA fait gagner du temps. L'IA, aujourd'hui, moi, quand j'arrive et j'ai besoin de paramétrer un système comme un régulateur, je le fais, mais je le ferai jamais aussi bien. Enfin, je prendrai beaucoup plus de temps que ce que fait l'IA. Mais ça veut dire que le résultat, à la fin, ça sera le même. Par contre, je prendrai plus de temps. C'est-à-dire que l'IA est une aide. Ça ne va pas remplacer l'humain, ça va aider l'humain au maximum. Mais c'est sûr que si les gens qui n'ont pas vraiment de compétences technologiques aujourd'hui, l'IA, sur des petites tâches répétitives, peut avoir pour avoir quelques problèmes, mais autrement, tous les gens qui sont techniciens, ingénieurs, formés, l'IA, c'est vraiment une aide, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de gagner du temps. Entre parenthèses, en plus, l'IA, souvent, moi, je parlais tout à l'heure du système de régulation, le système de régulation, souvent, nous, on les règle, puis une fois qu'ils sont réglés, on les laisse comme ça. Aujourd'hui, l'IA continue à travailler, ça veut dire qu'elle continue à faire évoluer les paramètres et ça travaille en permanence, quoi. Ça veut dire que c'est un peu, parce qu'ils ont donné l'exemple du robot, le robot, lui, on fait travailler 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Mais l'IA, c'est pareil. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci à vous et bon salon.